eh bien, la lumière traverse, donc on pourrait dire que l'information n'a pas été complètement perdue. Néanmoins, elle est tellement brouillée qu'on ne distingue rien, on ne distingue pas les os, on ne distingue pas même les veines ou ce genre de choses. Donc si on veut pénétrer dans les tissus, il faut se donner du mal. Alors la question c'est, pourquoi faire ça? Il y a tellement de méthodes, si vous voulez, concurrentes, l'IRM, les ultrasons, enfin, tout ce que vous avez sur vos plateaux techniques, qu'on peut se demander pourquoi utiliser l'optique. Je pense que, bon, je ne dis pas que la réponse est là, mais je pense, si vous voulez, que vous voyez, l'observation de ces pièces ablatées vous montre qu'il y a des caractéristiques optiques très différentes qui dépendent de la couleur, qui dépendent de la texture et qui dépendent de tout un tas de phénomènes. Alors, la texture, ça peut être lié au phénomène de diffusion dont on parlait tout à l'heure. Et donc, faire ce qu'il est encore prétentieux d'appeler une biopsie optique, c'est-à-dire aller dire, voilà, à telle profondeur, vous avez telle propriété optique, effectivement, c'est un vrai défi aujourd'hui. Alors, bon, je voulais juste vous dire, parce que ce n'est pas la peine de commenter des images comme ça, c'est la même chose. Ici, on a mis, cette jeune femme a mis dans sa bouche une petite ampoule de lampe de poche, une petite ampoule blanche. Vous voyez, une petite ampoule blanche, c'est un filament qui fait à peu près 1 millimètre. Et bien sûr, on ne voit pas un filament d'1 millimètre. On voit d'abord que le rouge passe assez facilement. Pourquoi? Parce que c'est le sang qui absorbe les autres longueurs d'onde. Et puis, donc ça, c'est une photo prise en plein jour. Et en plus, on voit que cette tache, elle fait, bon, je dirais, à peu près plusieurs centimètres. Autrement dit, effectivement, on a pu garder, je dirais, cette information spatiale qui était, finalement, j'ai une source de 1 millimètre. Et donc ça, cette courbe, c'était pour vous dire que dès qu'on échappe à l'absorption du sang et qu'on n'est pas encore trop absorbé par l'eau, donc il y a une fenêtre, qu'on appelle d'ailleurs la fenêtre thérapeutique, qui permet, donc de traverser les tissus sans que la lumière soit trop absorbée. Par contre, cet effet d'élargissement, c'est l'effet dont on parlait tout à l'heure, c'est l'effet brouillard, c'est l'effet de diffusion. Et donc j'ai repris cette image pour vous la rappeler. Donc en définitive, et pour juste mentionner que finalement il y aurait 3 classes de photons. Ici, les photons balistiques, c'est des photons qui, finalement je vous ai dit, il y en a beaucoup, et il y en a qui vont échapper finalement à l'absorption et à la diffusion. Donc ils arrivent au bout et ils arrivent au bout tout droit. Donc si on arrive à les recueillir et à les isoler de tout un fond qu'on ne souhaite pas recueillir, eh bien on a gagné, on arrive à refaire une image au sens traditionnel, comme celle, encore une fois, qui s'imprime sur ma rétine. Et puis si au contraire on a de la diffusion, on a des photons diffusés, et puis les photons absorbés, ils ont disparu, ils nous ont privés d'une certaine information, mais ils ne nous apportent pas autre chose. Donc si on imaginait, par exemple, quand une source et un détecteur, on voulait détecter ces photons, on peut supposer que ce soit une source qui envoie un signal très bref dans le temps, et on sait faire des signaux qui sont très brefs, 10-13, 10-14 secondes. Eh bien, au début, on aurait ces photons balistiques. Volontairement, je les ai dessinés quasiment invisibles, parce que malheureusement, dans les tissus biologiques, il n'y a plus de photons balistiques au bout d'1 millimètre. Bon, néanmoins, 1 millimètre, c'est pas mal. Pour pas mal de pathologies, par exemple superficielles, aller regarder la structure des tissus, c'est pas inintéressant. Et puis après, finalement, on peut, en sélectionnant dans le temps, prendre les premiers, c'est-à-dire ceux qui ont en quelque sorte surfé sur une trajectoire comme ça, qu'on appelle des photons serpentiles, et puis ceux qui ont été diffusés et qui ont pu suivre des trajectoires. Pour vous donner une idée, dans un sein, par exemple, qui fait quelques centimètres d'épaisseur, si vous envoyez de la lumière, les trajets moyens sont à peu près de 10 fois l'épaisseur du sein. Donc ça vous donne une idée de la tortuosité des chemins. Alors, bon, je pense qu'une méthode qui est très connue à l'hôpital, je pense, c'est l'échographie ultrasonore. Et finalement, cette technique que excusez-moi, je n'ai pas traduit, l'OCT, ça veut dire en anglais Optical Coherence Tomography, et ça veut dire, bon, en français on dit tomographie de cohérence. Mais c'est une méthode qui est vraiment l'équivalent de l'échographie. Dans l'échographie, on envoie une impulsion et on regarde des échos et on fait une image à partir de ces échos multiples qui vont arriver à des temps différents, vous voyez, entre l'émetteur et le récepteur. Et c'est la structure du milieu que l'on sonde, la structure des organes, par exemple, qui va vous donner ce genre d'informations. Donc en gros, si on veut remplacer l'ultrason par de la lumière, c'est très bien. La lumière a des tas d'avantages. Seulement, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. La vitesse des ultrasons, c'est 1500 mètres secondes. Et ça change complètement les échelles. Et c'est très difficile de détecter directement une impulsion. Donc, on utilise un phénomène que vous connaissez. C'est le phénomène d'interférence. Bon, ici, je crois que vous pouvez vraiment repenser, par exemple, aux interférences qu'il y a quand vous voyez sur le sol de l'huile en hiver. Vous voyez ces couleurs qui sont souvent parfois très belles. Ici, c'est avec du savon. Et finalement, on ne voit ces interférences que parce que
avec la lumière du soleil par exemple, que parce que le milieu est très fin. Et ces interférences résultent des ondes qui se réfléchissent sur la surface du film, la surface avant, et sur la surface arrière. Donc ces deux ondes interfèrent, et c'est ça finalement qui va donner ces couleurs que l'on a l'habitude d'observer. Plus loin, si je dirais l'épaisseur augmente, par exemple ici de quelques micromètres, eh bien on commence à plus rien voir. Donc, comment faire pour transposer ça, pour transposer cette idée très simple dans l'observation du vivant? Donc, je vous montre d'abord ce qu'on appelle en physique un interféromètre. C'est tout simple. On a une onde ici qui envoie de la lumière, et puis cette lumière est séparée en deux parties, une qui va sur un premier miroir ici et une qui va sur un deuxième miroir. Et finalement, ce deuxième miroir est mobile, et quand il va se déplacer, eh bien, on va enregistrer des franges. Et c'est ces franges, finalement, qui vont constituer l'information, qui vont constituer l'écho. C'est là exactement la même chose qu'en ultrason. Ce sera l'écho ultrasonore. Et si j'ai donc ici une structure multiple, par exemple, avec 3 miroirs partiellement réfléchissants, je vais avoir 3 échos. Dans les milieux biologiques, finalement, on n'a pas de miroir à l'intérieur, mais les tissus eux-mêmes rétrodiffusent la lumière. Et c'est cette information qu'on va avoir. Alors, juste pour vous montrer ici, par exemple, ici, on a mis une grille métallique sur un milieu diffusant. Vous voyez, vous ne la voyez pas du tout. En fait, l'amortissement des photons balistiques, ici, c'est 1 million. 60 dB, c'est 1 million. Et on peut même, vous voyez ici, je vous commente ça très rapidement. Ici, par exemple, on peut dire que le bruit, qui limite en quelque sorte la qualité de la mesure, c'est à peu près 1 photon sur 1 milliard. Vous pouvez en envoyer 1 milliard, et en récolter 1, et vous le détecterez. Donc ça, malheureusement, ça ne permet quand même pas d'aller très loin. Ça permet d'explorer des choses qui sont de l'ordre du millimètre, comme vous disiez tout à l'heure. Et ici, par exemple, ça, c'est quelque chose qui est rentré à l'hôpital, cette méthode d'OCT, est rentrée à l'hôpital, en tout cas au 15-20, en 1995. Donc, ce n'est pas quelque chose de récent. Et c'est un outil qui a été très utile pour regarder la rétine. Alors, bon, essentiellement, je dirais, c'était une mesure morphologique, par exemple, de l'épaisseur de la rétine pour des traitements pour les diabétiques, par exemple, pour le glaucome, ce genre de choses. Donc, c'est devenu un outil qui s'est très largement répandu et qui, je crois, a rendu beaucoup de services aussi pour des amorces de décollement de rétine et ce genre de choses. Donc voilà, une image de la rétine peut-être plus moderne que ce qui a été fait au labo. Vous pouvez comparer finalement la coupe de cette rétine, ça c'est une rétine de rat, avec la coloration histologique. Vous voyez que c'est quand même assez fidèle. On voit même des choses qu'on n'arrive pas à voir avec la coloration histologique. Bon. Donc, bon, je vais peut-être passer ces exemples qui touchaient au développement. Voilà. Ça, c'est à l'intérieur d'un xénope, enfin, d'un tétard, les tubules rénaux. Et ça, c'est des choses un peu plus difficiles. C'est quand, en biologie du développement, on veut suivre le développement d'embryons sans les toucher. Et donc, de suivre en particulier la morphologie du ganglion à une période de son développement qui s'appelle la gastrula. Voilà un peu ce genre d'observation. Donc, je vais essayer de... Je vais passer ça, bon, je vais passer tumeur. Je vais essayer de passer au dernier exemple, qui est peut-être un peu plus technique. Je m'en excuse par avance. Donc, vous voyez, je vous ai parlé finalement de ces photons balistiques. Et malheureusement, ces photons s'amortissent selon des lois très cruelles qu'on appelle les lois exponentielles. Et en définitive, ça veut dire que si je voulais faire une expérience comme ça en faisant des interférences avec un laser, pas trop puissant quand même, pas brûler le bonhomme, vous voyez, j'aurais ici moins de 1 photon par milliard d'années. Et donc, ça serait complètement ridicule de vouloir tenter une expérience de ce type. Donc, il faut trouver d'autres astuces. Et en fait, donc, beaucoup de gens, depuis peut-être maintenant une quinzaine d'années, cherchent à faire ce qu'on appelle de la tomographie optique. Et vous verrez des images où les gens ont réussi à caractériser des tumeurs, mais la plupart du temps, ces tumeurs sont des grosses tumeurs. Mais c'est un travail qui a quand même été utile parce qu'ils ont donné des paramètres, si vous voulez, des paramètres optiques au niveau des tumeurs, quel est le coefficient de diffusion, quel est le coefficient d'absorption. Néanmoins, ce n'est pas quelque chose qui est pertinent. Et pourquoi c'est si difficile que ça, mathématiquement? C'est parce qu'un sein, c'est non seulement un milieu diffusant, fortement diffusant, mais en plus un milieu très hétérogène. Et donc, inverser un problème qu'on ne connaît pas, c'est assez difficile. Alors, nous, c'est un peu dans la culture de notre école, parce que cet effet, pas dans les milieux biologiques, a été inventé par des élèves de Langevin. Finalement, on peut, en faisant interagir de la lumière avec des ultrasons, avoir des ultrasons qui vont agir sur la lumière. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai après les mécanismes physiques, mais ce n'est peut-être pas l'objet maintenant.
En gros, vous imaginez une impulsion ultrasonore, c'est un espèce de petit volume d'ultrasons qui fait à peu près 1 mm3, donc ils ont 1 mm par 1 mm par 1 mm, et qui se déplace dans les tissus, par exemple quand on fait l'échographie. Puis on regarde les échos de cette petite impulsion. Donc, quand on ajoute de la lumière, eh bien, et que la lumière a rencontré en quelque sorte les ultrasons, la lumière, vous l'aurez compris, a bien rempli les organes, puisque c'est 10 cm. Eh bien, elle fait quelques dizaines de centimètres de parcours, par exemple, dans un sein. Et donc, quand la lumière rencontre les ultrasons, eh bien, on dit qu'on marque les ultrasons avec la lumière. Alors, je vais essayer juste de vous montrer. Ici, il se produirait, j'ai oublié de le faire, si je voulais amener un verre de lait et vous montrer, si j'ai une petite ampoule que je remplis, que je mets dans un verre de lait, que je mets cette ampoule près de la surface, vous la verrez. Plus je l'éloigne de la surface, vous la voyez grandir. C'est un peu ce que vous voyez ici. L'ampoule ici, elle fait 1 mm. L'ampoule fait 1 mm. Et vous la voyez ici en regardant plus ou moins loin. Donc même de l'extérieur, vous voyez de la lumière émerger, mais vous savez que l'ampoule à l'intérieur, elle fait 1 mm. Donc maintenant, si je vous montre, voilà. Si je vous montre un peu la même chose, dans un milieu diffusant, mais dans lequel on a mis des inclusions absorbantes ici, vous voyez que la lumière va arriver, disparaître, réapparaître et redisparaître à nouveau et réapparaître. Chaque fois que cette petite source est immergée dans une zone qui est absorbante, vous la verrez moins ou pas. Là, ici, c'est bien sûr un cas extrême. Donc, c'est avec ce genre de choses qu'on essaye de... Voilà l'objet, finalement, très diffusant. Vous voyez, il a été coupé pour que vous voyez un peu les zones absorbantes. On arrive quand même à reconstituer, finalement, la structure de cet objet, même si on n'arrive pas à voir à l'intérieur. Alors, je vais peut-être abréger pour ne pas vous donner trop d'exemples. Voilà, en tout cas, le montage qui va utiliser ce principe et qui va être monté à Curie dans quelques mois. Et donc, voilà, je voulais juste terminer là-dessus. En gros, le Graal, pour nous, c'est vraiment de pouvoir, comme j'ai dit au début, regarder une activité cellulaire dans la profondeur des tissus. Et ça, on n'y est pas encore. Vous voyez, je vous ai montré, par exemple, l'OCT, et il y a pas mal de sociétés qui se sont créées sur l'œil, et nous, on essaye d'en faire une issue de l'école de physique et chimie pour travailler justement sur la peau et sur certains mélanomes, et pour apporter une aide aux chirurgiens et aux anatomopathologistes. Donc ça, on en est, vous voyez, ici, on pénètre 1 mm, et on a une résolution qui peut être un peu inférieure au micron. Et puis, je vous ai parlé d'une autre méthode, qui est l'acousto-optique, où on a une résolution, c'est-à-dire le plus petit détail qu'on est capable de voir, est de l'ordre du millimètre, et là, on peut descendre jusqu'à peut-être 5-6 cm de profondeur. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui. Et puis, bon, j'espère qu'on ne s'arrêtera pas là. Je vous remercie.